Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors ce soir, comme vous le savez, à 20 heures, j'ai un peu de concurrence à la télévision, puisque notre président de la République va s'adresser à la nation. Donc je vais essayer de ne pas amputer sur son allocution, puisque je crois que c'est très attendu. Voilà. Alors, j'ai reçu des questions, je vous en remercie. Je vais passer tout de suite au détail de ces questions. Donc, excusez-moi, je viens de faire une bêtise. Voilà. Donc, on me demande, c'est Jean-Luc qui me demande s'il existe un emplacement sur les emplacements de recharge des véhicules électriques qui sont devant la mairie. Alors, il explique que c'est une bonne chose, donc merci. Et sa question est, le stationnement sur ces emplacements est-il uniquement destiné à la charge des véhicules ou également pour les véhicules électriques sans qu'ils soient en mode de charge? Voilà, c'est un point d'interrogation. Et deuxième question, qui est le type de charge qu'on peut avoir et sur quelle durée? Alors, la première question, donc évidemment, ce sont des emplacements principalement dédiés donc pour les charges. Cependant, les véhicules électriques, même quand ils ne sont pas en charge, peuvent se stationner dessus, puisqu'on n'a pas une demande considérable, donc ce n'est pas gênant. Voilà, s'il y avait beaucoup de demandes, il faudrait un petit peu changer ces pratiques. Et donc il y a deux types de charges sur ces véhicules. D'une kilowatt, ça commence à être des charges rapides, donc c'est des charges qui peuvent se faire si vous êtes quasiment à 0% de batterie. En 2 heures, vous avez rechargé complètement le véhicule. Voilà, mais on n'attend jamais. Donc du coup, cette tarification va passer au kilowatt tout simplement. Et par ailleurs, comme partout, c'est que... autre question donc de monsieur Jean-Luc, toujours. Il évoque le planning de ramassage des ordures, notamment celui des déchets verts. Voilà. Alors, il est indiqué, donc, comme en 2021, pour l'année 2022, un ramassage tous les 15 jours pour juillet et août. Donc, bon, il mentionne qu'il avait écrit à l'agglomération pour expliquer que c'était un peu compliqué l'été, tous les 15 jours. Bon, il n'a pas encore eu de réponse, hein, j'espère qu'il en aura une. Alors, donc en tout cas, je vais demander au service qu'on lui apporte une réponse. Alors, pourquoi alors le vice-président en charge des déchets, c'est monsieur Olivier Corzani, qui est le maire de Fleury-Mérogis. Voilà. Et donc, oui, il a parfaitement connaissance de ce dossier. On en a parlé, on a évoqué la problématique de cet été. Les services pensent que c'est une problématique qu'on a connue cet été, qui est, on va dire, due à la conjonction des conditions météo et puis au fait que pas mal de gens sont finalement beaucoup moins partis en vacances, en tout cas sur des durées plus courtes ou plus étalées. Donc ce qui fait que le service veut continuer de tester ce ramassage tous les 15 jours, parce que l'été, traditionnellement, il fait chaud, il y en a des canicules, l'herbe pousse pas bien vite, et il y a beaucoup moins de tonnage de ramasser l'été. Et donc faire tourner des myriades de camions toutes les semaines pour somme toute que les bennes soient à moitié remplies, c'est économiquement pas très pertinent.
Bon, j'espère que 2022 sera différent de 2021. En tout cas, la position de l'agglomération aujourd'hui, c'est de maintenir ce calendrier tous les 15 jours. Et puis, il faudra en tirer les conclusions à un moment donné. Voilà. Enfin, c'est tel que ça m'a été expliqué. J'ai une question de David sur la taxe d'habitation qui sera bientôt complètement supprimée pour les communes. Alors, c'est pas que pour le Plessis-Pathé, hein, c'est toutes les communes de France. Il me demande quel sera l'impact sur le budget de la commune. Alors, ça ne va pas être une réponse de Normand, mais impact oui et non. Non, parce que, évidemment, à l'instant T, il y a une compensation, puisque les communes ont récupéré la part de la taxe foncière qui était auparavant dévolue au département. Donc ça a été transféré, alors pas à l'euro près, puisque il y a des formules savantes qui font que ce transfert de taxe foncière pour compenser la perte de la taxe d'habitation du département vers les communes se fait à euro constant. Donc il n'y a pas d'effet d'aubaine ou de mauvais effets pour les communes à l'instant T. Le problème résidera plus tard, en fait, puisque ce calcul est figé dans le temps pour le moment. Je n'ai pas d'informations qui tendraient à prouver le contraire. Donc ça veut dire que toutes les communes qui gagnent en nombre d'habitants, et c'est notamment le cas dans beaucoup de communes en Île-de-France, eh bien, leur recette fiscale liée à cette compensation de la perte de la taxe d'habitation n'aura plus la même dynamique. Voilà, donc ça veut dire qu'on perd de l'argent. Voilà. Pour l'avenir, on perd de l'argent. On a déjà beaucoup perdu d'argent puisque les dotations de l'État qui étaient historiquement versées en sus des taxes foncières, d'habitation, alors anciennement les taxes professionnelles, eh bien ces dotations ont complètement disparu s'agissant du Plessis-Pathé. Voilà, donc c'est un peu plus de 400 000 euros qui se sont purement et simplement envolés. Donc pourtant, alors fort heureusement, l'implantation d'entreprises qui nous génèrent des recettes de taxes foncières sans nous générer, à proprement parler, beaucoup de dépenses, nous permet de garder la tête hors de l'eau. Mais ce n'est pas le cas sur nombre de mes consoeurs et confrères et nombre d'autres communes qui se retrouvent dans des énormes difficultés financières. Voilà, mais en tout cas, oui, il y a un effet. L'effet, il n'est pas là maintenant, et il sera dans les années suivantes. Voilà, et on fait avec. Mais bon, il y a du pouvoir d'achat pour les ménages, donc on va dire que on peut se consoler comme ça. Si les prix de l'énergie ne continuent pas de flamber. Question de Chantal. Alors, elle me dit qu'on avait déjà notamment parlé dans un Facebook Live d'implantation de poubelles avec les petits sacs qui vont avec pour les chiens. Donc je m'étais engagé à ce qu'il y en ait une qui s'installe route des Bordes. Et elle me dit, voilà, c'était avant l'été, nous sommes en novembre et nous n'avons toujours pas ces poubelles. Et rajoute, quel est le problème cette fois-ci? Alors, quel est le problème cette fois-ci? Le problème, c'est votre conclusion. Il n'y avait pas de problème. Je vous dis, l'action publique, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Il ne suffit pas d'aller au supermarché et de dire je prends une poubelle à chien et puis je l'installe. On a une ville à gérer, de très très nombreuses interventions, des effectifs de services techniques qui sont pas pléthores. D'ailleurs,
on recrute. Voilà, on recrute au service technique en permanence. C'est pas simple. On est un peu comme toutes les entreprises aujourd'hui. On est en difficulté de recrutement sur plusieurs métiers. L'animation, par exemple, la police municipale, les services techniques. On est en manque. Et donc, du coup, oui, il ne suffit pas de le dire pour que ce soit fait. Alors, je l'avais dit, on les commande et on va les poser. On a commandé, on l'a posé. Alors, on n'a peut-être pas posé suffisamment au bon endroit pour vous, parce que visiblement, vous ne l'avez pas vu. Mais ça a été fait, et comme je crois ce qu'on me dit, je suis quand même allé vérifier cet après-midi. Elle est bien en place, route des Bordes, cette poubelle. Et alors, elle est à l'entrée de la route des Bordes, du côté du petit parking que nous avons réalisé dernièrement. Alors, peut-être que vous trouverez qu'elle n'est pas au bon endroit. Bon, bah, peut-être. Donc, du coup, j'ai anticipé. J'ai anticipé sur votre intervention et j'ai demandé au service technique qu'on recommande 2 poubelles, dont une qu'on gardera en réserve, ça évitera d'attendre le prochain coup, et une qu'on ira poser à l'autre bout de la route des Bordes, du côté du conteneur de verre, je pense. Voilà. Mais ça a été fait, et croyez bien que c'est pas parce que c'est long qu'on s'en occupe pas. Voilà, c'est long parce que c'est pas aussi évident que cela à faire. Alors, une personne me demande, les gens du voyage installés près de la Croix-Blanche. Alors non, c'est pas un emplacement dédié pour les gens du voyage. C'est une route, une future route. Ils n'ont rien à y faire. J'ai écrit au préfet qui m'a répondu que le propriétaire, en l'occurrence l'agglomération, devait faire la procédure. Ce que l'agglomération a fait, la procédure d'expulsion est en route. Elle a déjà été faite une fois, mais ils sont partis. Il y en a eu d'autres qui les ont remplacés dans la même journée, donc il a fallu recommencer. Voilà, donc c'est une grosse problématique qu'on rencontre en ce moment, notamment sur la Croix-Blanche, mais pas que, sur Bretigny également. Dans le même temps, l'État nous a fait fermer le terrain de grand passage qui est situé près d'Auchan, le long du RD19. Pourquoi ? Parce que les terrains de grand passage, l'État considère qu'ils doivent être fermés l'hiver. Bon, donc le président de l'agglomération n'a pu que exécuter les directives que le préfet lui a données. Parce que sur ces matières-là, on n'est pas autonome. On répond à des consignes. Voilà, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, toujours est-il que le principal intéressé aujourd'hui, c'est aussi tous les commerces de la Croix-Blanche où il y a Noël qui approche et c'est vraiment pas terrible. Moi, j'ai demandé au président de l'agglomération qu'on puisse véritablement, cette fois, dans ce mandat, se mettre en conformité avec le schéma directeur, parce que ça suffit qu'on nous réponde qu'on n'est pas en conformité. Ce qui est vrai. L'agglomération n'est pas en conformité. Et donc, du coup, le Plessis-Pathé, même s'il n'est pas soumis à schéma directeur, on subit également ces choses-là. Question de Karine, les travaux de réaménagement du parc ne sont pas encore prévus. En attendant plutôt de condamner l'aire de jeu tout entière, ne pourrait-on pas envisager de remplacer les planches cassées? C'est dommage que les enfants n'aient plus rien. Oui. Je comprends la problématique de sécurité, merci, mais on pourrait fixer une plaque sur le pont, les enfants vont au parc, oui, même l'hiver, oui, je sais. D'abord, cette fermeture, elle n'est pas liée du tout en attendant les travaux. Les travaux, ils se feront en 2022. On réunit
d'ici la fin du mois, de ce mois de novembre, les personnes qui ont bien voulu se donner la peine au début juillet de se réunir dans le parc pour discuter de son avenir. Donc du coup, il y a eu un point technique, financier. Donc là, tout est prêt et on va pouvoir leur présenter le fruit de tout ce travail sur la fin du mois, voilà, comme on s'y était engagé. Et donc, on n'attend pas du tout. C'est simplement que ce jeu, il y a une latte qui a été cassée ou vandalisée. J'en profite pour vous dire que dans le plan de la phase 2 de vidéoprotection, j'ai demandé à ce qu'on mette une caméra 360 degrés jour-nuit sur le parc. Voilà, comme ça on surveillera un peu mieux ce qui s'y passe la nuit ou la journée. Parce que ça coûte cher les jeux et en plus la problématique c'est que ça prend un temps fou quand on demande à notre prestataire de remplacer des pièces, ça prend un temps monstrueux. Voilà, donc et tant qu'il n'est pas venu faire le remplacement, on ne peut pas rouvrir. Donc là, en tout cas, le remplacement est en cours. Et en attendant, effectivement, il y a une sélection de nouveaux jeux qui remplaceront tout cela dans le cadre de la rénovation du parc. Et ça, ce sera pour 2022 et une suite sur 2023. Ensuite, j'ai des questions sur la fibre optique. Alors, alors la fibre, je vais vous faire un point rapide de là où on en est. Donc, comme vous le savez, j'ai fait installer des chaînes pour, on va dire, que les armoires cessent d'être, on va dire, maltraitées. On va dire ça comme ça. Et qu'on puisse surveiller un petit peu ce qui s'y passe. Donc il y a non plus un mais deux vacataires qui travaillent 12 heures par jour, 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi, pour être hyper réactifs sur l'ouverture. Donc en quelques minutes, ils sont sur place, ils ouvrent, ils contrôlent la personne qui intervient et ils referment. Et on essaye de faire en sorte que ils ne débranchent pas. Alors, malgré tout, ils arrivent quand même à nous faire des bêtises, tous ces techniciens, certains, mais moins. C'est ce qu'on peut se constater. Mais ce n'est pas encore satisfaisant, puisque il y a encore très nombreuses personnes qui sont en difficulté avec la fibre. Alors moi j'ai fait plusieurs choses en plus d'avoir des vacataires pour les surveiller. D'ailleurs ces vacataires, il va falloir qu'on les remplace à un moment donné. Donc, si vous connaissez des personnes qui veulent bien être payées au régime SMIC sur des horaires un petit peu élastiques, qu'ils n'hésitent pas, on les accueillera. En tout cas, je remercie ces deux vacataires de faire ce travail-là. Donc aujourd'hui, la société Covage a envoyé un huissier de justice faire un constat d'huissier pour dire qu'il y a des chaînes qui entravent les armoires. Voilà, pour dire combien on les empêche de travailler, ce qui est absolument faux. Ensuite, j'ai reçu un beau recommandé de 2 pages, voilà, pour me demander d'arrêter tout ça. Voilà la seule réponse que j'ai pour l'instant. Alors, d'ici la fin du mois, je me rends sur Paris à un meeting, un colloque, je ne sais pas comment ils appellent ça, spécial fibre, où il y aura tous les grands patrons de la télécommunication. Il y aura également le secrétaire d'État en charge du numérique, Cédric O, à qui j'ai écrit la semaine dernière, en plus du président de l'ARCEP et du président du CIPEREC, qui est le syndicat qui gère ce réseau. Et donc, pour leur dire combien ça ne fonctionnait pas.
leur mettre des verbatims de tous les courriers que j'ai pu recevoir, de leur mettre des photos aussi du résultat technique. Et je compte donc dans ce meeting aller rencontrer donc le nouveau patron de Covage pour échanger là-dessus avec lui. Je souhaite soit deux choses aujourd'hui, soit qu'on fasse un moratoire sur les commercialisations et qu'on remette le réseau à plat, qu'on arrête avec ces erreurs permanentes de chemin optique, on appelle ça de route optique, et qu'on remette les choses à l'endroit. Soit qu'on arrête aussi avec la pratique. Il y a deux modes de connexion. Il y a une qui s'appelle OI et l'autre qui s'appelle stock. Aujourd'hui, on est en mode stock, c'est-à-dire que chaque opérateur, chaque FAI branche les derniers mètres de son client. Tant qu'on était en mode OI, c'est-à-dire opérateur d'infrastructure, eh bien, c'était à l'époque ça s'appelait pas Covage, mais ça s'appelait Tutor. C'est quantique, ça marchait très très bien. Voilà, Tutor faisait son boulot, il n'y avait pas de souci. Et ensuite, l'opérateur, le FAI, lui, fournissait la box et puis on branchait sa box sur sa prise à la maison. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est tout le monde intervient sur tout le réseau et c'est le bazar. Voilà. Plus il y a un autre problème, c'est que les différents prestataires qui viennent sont payés uniquement au branchement fait. Donc forcément, quand ils ont fait parfois 50 km pour venir du nord de Paris, ils n'ont pas envie de repartir bredouille sans avoir validé leur connexion. Donc ils sont prêts à débrancher quelqu'un d'autre pour ça. Donc c'est absolument pas vertueux comme procédé. Et puis il y a un autre problème, c'est que il y a aussi d'autres, peut-être des lacunes de formation pas tous, mais il y a quelques techniciens qui manifestement n'ont pas toutes les bonnes infos pour faire leur boulot. Voilà, donc c'est assez regrettable. Le souci qu'on rencontre aujourd'hui en France, c'est que l'État a demandé qu'on accélère le déploiement de la fibre sur la France entière. J'ai discuté avec des gens dont le métier consiste à faire de la remontée d'informations de la part des territoires sur la France entière. Donc on n'est pas allé plus mal de thé, mais ça c'est jamais fait pour me rassurer. Et donc le problème qu'on rencontre, c'est que les opérateurs ne veulent pas évidemment embaucher en dur des personnels dont ils savent que dans 3-4 ans ils n'en auront plus besoin. Donc aujourd'hui ils prennent beaucoup d'intérimaires, de sous-traitants, d'auto-entrepreneurs qui aujourd'hui s'occupent de fibres et puis demain ils s'occuperont d'autres choses. Donc tout ça manque cruellement parfois de professionnalisme. Voilà, donc j'en suis là, et puis quand je suis saisi, je reçois des messages, je les transfère. Alors avec Bouygues, j'ai un bon dialogue, avec Orange, j'ai un bon dialogue. Donc on arrive à avancer, c'est pas un coup de baguette magique non plus, mais on va dire qu'elle arrive à avancer. Avec les autres, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, je vous ai parlé de l'atelier parc tout à l'heure avec la question sur les jeux, donc j'avais prévu de vous faire un petit retour là-dessus. Le budget participatif, bien écoutez, on est avec Sylvie Barusso, la première adjointe, qui est en charge de ce budget. On est très très content parce que les PCA ont plutôt très bien répondu. Voilà, donc il y a un très bon taux de participation et avec
de très nombreuses propositions vraiment passionnantes, enfin intéressantes, passionnantes. Alors toutes ne sont pas éligibles hélas, hein, parce qu'il y avait un règlement, et bon, mais on expliquera pourquoi, comment. Ceci dit, même si elles ne sont pas éligibles, ces propositions, elles restent extrêmement intéressantes. Et puis, celles qui seront éligibles, on va vous dire ça très bientôt, et ce sera ouvert à vos votes, eh bien, ce sera au Plessisien de choisir le ou les projets qu'ils souhaitent promouvoir. Voilà, en tout cas, ils sont vraiment... moi, je suis ravi, parce que, voilà, à une exception près d'un plaisantin, le reste est très sérieux, et bravo. Alors, on me pose une question sur... oui, c'est un aménagement routier qui est prévu à l'arrière de l'entreprise Prémat, qui est au Plessis-Pâté, pour les camions. Les camions de la société Prémat. Évidemment, les transporteurs commencent de très bonne heure le matin. Et ça peut réveiller les gens. Bon. Donc il y a effectivement une petite voirie prévue qui sera branchée sur la liaison Centre-Essonne. Voilà, donc bon, pour répondre à la dame, c'est du quand, moi je ne sais plus dire quand, puisque cette route devrait être terminée depuis 3 ans. Voilà. Donc cette route est en fait elle est là aussi pour désenclaver le Plessis-Pâté et permettre aussi de desservir la future zone Val-Vert-Croix-Blanche. Et il y a eu beaucoup de péripéties sur cette ZAC, sur cette ZAC économique, qui a fait que l'ensemble des travaux ont été reculés de plusieurs années. Voilà, donc là aujourd'hui, moi j'ai vraiment plus de date à donner sur cette ouverture de solution que j'avais demandé moi pour pouvoir alléger un petit peu le trafic poids lourd du côté de la rue du Bicentenaire et qui dessert donc notre petite zone d'activité du parc. Voilà, donc là elle n'est pas passée à la trappe en tout cas. Voilà, ça reste d'actualité. J'espère d'ici 2-3 ans. Voilà. Alors, avons-nous d'autres... Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Moi, je vous ai parlé des choses dont je voulais vous parler. On a évoqué l'ensemble des questions. J'ai essayé de répondre au mieux de ce que je savais. Voilà. Non, toujours pas. Ils sont tous à attendre le président de la République. Ça va être ça. Bien, écoutez, s'il y a plus de questions, sachez que voilà, le quotidien des communes est de moins en moins simple, mais on continue à relever le défi. Voilà, avec envie, pour vous. Merci et très bonne soirée à vous. Au revoir.